Bonsoir à tous, bienvenue, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le chef de l'État a regagné Libreville, de retour de Washington. Ali Bongo Ondimba a pris part au sommet États-Unis-Afrique qui a mis un accent particulier sur l'accroissement des investissements pour la reprise de la croissance du continent africain. Et la très difficile cohabitation des Librevillois avec des kilométriques tas d'immondices qui s'amoncellent, conséquence du récurrent défaut de collecte d'ordures ménagères, les collectivités locales à la recherche d'une solution pérenne. Et puis, le retrait du contingent militaire français de la République centrafricaine, la présence des paramilitaires russes à l'origine du départ précipité de la force française en RCA. Nous ouvrons cette édition d'information avec le retour à Libreville pour le président de la République, Ali Bongo, qui est rentré de Washington aux États-Unis, où il a pris part au sommet États-Unis-Afrique. À sa descente d'avion vendredi matin, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement. Bienvenue, Miko, Daniel Boisse, Roland Recombé pour la presse présidentielle. Retour de mission pour le président de la République. Au pied de la passerelle pour l'accueillir, le Premier ministre et chef du gouvernement, Rose Christian Osuka Ponda. À Washington, aux États-Unis, le président Ali Bongo Ondimba a participé au sommet États-Unis-Afrique aux côtés de plusieurs autres dirigeants africains. Partenariat pour un avenir prospère et résilient, c'est le thème de ce sommet qui avait pour objectif l'amélioration et le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. À l'initiative du président américain, le leader du Gabon a également marqué de sa présence une réunion de haut niveau où il a réitéré le leadership et l'engagement du Gabon pour la conservation de la biodiversité. Le sommet de Washington aura donc mis en exergue le rôle de l'Afrique et du Gabon en particulier dans le processus d'investissement et de développement du continent africain. Nous poursuivons cette édition d'information en société pour parler de la persistance du phénomène de l'insalubrité dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, notamment au Carrefour Hassan, une situation qui préoccupe les habitants. Quelles solutions pérennes mises en place par les collectivités pour faire face à ce phénomène? Le reportage est signé de Maya Meza. Les tas d'immondices qui jonchent le quartier Carrefour Hassan ont des conséquences multiples. Des embouteillages, l'école d'alphabétisation confrontée depuis des années à un problème d'hygiène, la structure sanitaire envahie par la prolifération de rats, de moustiques qui véhiculent des maladies, impactent également les petits commerces aux abords. Autant de problèmes qui semblent pas ravir les habitants du dit quartier. Ça fait pas beau en plein tournant, en plein centre-ville. Il faudrait que la mairie trouve une solution avec Clean Africa, qu'ils puissent soit les gens vident la poubelle à partir de 18h, soit ils mettent les bacs à ordures les plus grands. Les populations cohabitent tous les jours avec les ordures et sont dans l'obligation de supporter les odeurs nauséabondes qui s'en dégagent. D'habitude, ce n'est pas souvent comme ça. Il y a souvent des sociétés qui enlèvent souvent après tous les 2 jours. Mais je ne sais pas pourquoi la société ne passe plus, c'est ça le problème. Donc la population se pose un peu des questions, quoi. Les rues semblent propres, cependant les bacs à ordures débordent. Les déchets commencent à rétrécir la voie publique. Très préoccupés par la dimension de l'insalubrité qui persiste. Il y a quelques jours ici, là, les enfants qui allaient à l'école ont eu subitement des problèmes d'étouffement et tout ça. On pense que c'est à cause de cette insalubrité. Il faut absolument que les pouvoirs publics fassent quelque chose, surtout les mairies, pour pallier rapidement à cette situation. Ce spectacle n'est plus étonnant. Le problème du ramassage des ordures, un constat que peut dresser tout visiteur qui arrive pour la première fois à Libreville. Dans plusieurs quartiers, le décor est le même. Ces montagnes d'ordures ternissent l'image et la beauté de la ville qui se doit d'être belle et conviviale. Nous sommes vraiment déçus, très très déçus parce que là où nous vendons la nourriture, vous voyez, à l'hôpital qui est là, la clinique qui est là en face, tout ce monde-là mange ici, chez Maman Nathalie. Mais apparemment, à cause des odeurs, depuis, ça fait de cela déjà une semaine passée, nous vivons dans les odeurs. Les nombreuses initiatives prises en matière de propreté dans la capitale, telles que les mesures de collecte urgentes, le concours de l'arrondissement le plus propre, indiquent la volonté d'apporter une réponse à ce problème qui ne peut être résolu que si chacun joue sa partition.
Éducation à présent, théorie du nombre, géométrie algébrique et application à la sécurité de l'information. C'est le thème de la 3e édition des journées algébriques organisée par l'École normale supérieure de Libreville. Édition débutée ce matin 15 décembre qui s'achèvera le 15 de ce mois en cours. Le point est signé de Jessica Andjoa. Cet atelier de vulgarisation pour la promotion des mathématiques auprès des élèves et étudiants arrive après 2 ans de pandémie liée au coronavirus, avec pour thème géométrie algébrique, théorie des nombres et application à la sécurité de l'information. L'objectif est de préparer les doctorants à leurs différentes thèses. Et vu que je travaille dans la géométrie algébrique, et donc ce thème-ci me touche particulièrement puisque ça va m'aider dans mes travaux de thèse. Il faut rater d'abord beaucoup de choses parce que les mathématiques apportent, il y a les mathématiques dans tout ce que nous faisons dans la vie. Donc nous ne pouvons pas laisser les mathématiques. La séance d'échange est scindée en 4 parties, notamment cours Master 2, doctorants, femmes et mathématiques, conférences Afrimat. Ceci s'étend sur 15 jours afin de promouvoir les mathématiques auprès des femmes. C'est vraiment la première rencontre après le Covid. Donc il y avait urgence à ce qu'on se rencontre à nouveau tous. Donc il y a des étudiants qui viennent, des jeunes chercheurs qui viennent de pays d'Afrique. Il n'y a pas que le Gabon. Il y a aussi du Burkina Faso, il y a du Congo, il y a du Sénégal, du Cameroun. Donc là, voilà, c'était vraiment important pour ça. Et puis de faire un point aussi sur nos recherches, nos activités de recherche et sur les encadrements qu'on mène avec Monsieur Ezom dans ce cadre-là. Il y a un problème, en fait, c'est un problème mondial. C'est que donc la séquence qu'on a organisée la semaine dernière, c'était samedi dernier, c'était parrainé aussi par l'Association des femmes mathématiques internationales. Oui, les femmes sont sous-représentées en mathématiques. Donc il y a un blocage, peut-être psychologique, je ne sais pas, mais en tous les cas, donc là il y a vraiment une volonté internationale de promouvoir la recherche auprès des femmes, de montrer qu'elles ont toute leur place. Voilà. Venus de différents pays d'Afrique, les participants reprennent les activités. C'est donc un moment de mise au point, mais aussi de projection pour ces hommes de science. À jour J-3 de la COP 15, la Convention des parties à la Convention de la diversité biologique des Nations Unies, les pourparlers se poursuivent, mais pour plusieurs goulots d'étranglement demeurent dans la subvention financière qui sera allouée aux pays en développement. Le point dans ce reportage d'Estelle Amvan. Une subvention d'au moins 100 milliards de dollars par an, soit plus de 60 000 milliards de francs CFA ou 1% du PIB mondial jusqu'en 2030. C'est la requête faite par un groupe formé du Brésil, de l'Inde et plusieurs pays du continent pour parvenir à un pacte de paix post-2020 avec la nature. Objectif de la COP 15 qui réunit actuellement au Canada les parties prenantes à la protection de la biodiversité. Selon ces pays, cette manne financière est la contrepartie pour les aider à respecter les engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité. La biodiversité à protéger est au sud, mais ce sont les pays du nord qui en tirent majoritairement profit. Cette attente des pays en développement est jugée irréaliste par les pays développés du fait d'une hausse inattendue. En 2020, l'aide au développement consacrée à la biodiversité représentait 10 milliards de dollars, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA. Une mésentente qui a conduit des délégués de pays en développement à interrompre pendant une demi-journée les négociations mercredi, veille de l'ouverture de la phase réservée aux ministres. Autre enjeu, la protection de 30% des milieux terrestres et marins d'ici 2030, la réduction ou l'élimination des subventions néfastes pour l'environnement dans les secteurs des pêcheries, de l'agriculture et des énergies fossiles d'ici 2030. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a indiqué que chaque année, les gouvernements dépensent entre 500 et 1 000 milliards de dollars dans ces secteurs. Si la protection de la biodiversité est indispensable au maintien des capacités de résistance, de résilience et d'adaptation de l'environnement au changement climatique, chaque partie a des attentes précises. Une situation qui laisse planer le doute sur l'issue des négociations à quelques jours de la clôture des travaux. Économie à présent, en 2022, le taux de pauvreté au Gabon s'aggrave selon la Banque mondiale. Portant en octobre, le Centre d'études de réflexion sur le monde francophone érigé que le Gabon était occupé la première place des pays les plus riches d'Afrique. Comment cela est-il possible s'il y a de plus en plus
de pauvreté dans le pays. Explication de Carmen Eyégué de TV+ Afrique. Un Gabonais sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 3 500 francs CFA par jour. Et le taux s'aggrave en zone rurale où plus de 59% des habitants sont pauvres. Si le taux de pauvreté au Gabon a chuté depuis les années 2000, passant de 42% en 2005 à 33% en 2017, il stagne depuis plusieurs années. La légère augmentation de cette année est expliquée par les effets persistants du Covid-19 qui a créé des millions de pauvres sur le continent et au Gabon, entraîné la perte de milliers d'emplois, plongeant 25% des ménages au chômage. Contraste flagrant avec la place de pays le plus riche d'Afrique qu'occupe le Gabon dans le classement du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Ce classement prend en compte le PIB par habitant qui est passé de près de 4 millions de francs CFA en 2021 à 5,4 millions au premier trimestre de 2022. Mais cet indicateur-là camoufle une inégale répartition des richesses dans le pays. Effectivement, le PIB au Gabon a fortement augmenté, notamment grâce aux rentes pétrolières, qui ont explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces revenus divisés par le nombre d'habitants donnent un montant important, mais la réalité est tout autre. Le coefficient de Gini, outil qui mesure le taux d'inégalité en fonction du salaire, des revenus et du patrimoine, fait descendre le Gabon à la 16e place du classement. Avec un coefficient d'inégalité estimé à 38, il ne fait plus partie des meilleurs élèves du continent. En cause notamment dans le pays, le système de protection sociale, retraite, chômage, insuffisant à réduire les inégalités de revenus, le régime fiscal déficient pour assurer une redistribution équitable et le manque de transparence de l'économie. Au Gabon, lancement officiel ce vendredi de la campagne nationale de promotion de la contribution financière unique en abrégé CFEU mise en place par la Direction générale des impôts. Le point dans ce reportage. Rendu public au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Libreville, la Direction générale des impôts a annoncé la date de mise en œuvre effective de la contribution foncière unique fixée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle taxe sur le marché vient synthétiser 3 taxes foncières déjà en vigueur, à savoir la contribution foncière des propriétés bâties, la contribution foncière des propriétés non bâties et la taxe forfaitaire. Cette nouvelle taxe marque la volonté de l'État à augmenter de manière significative les recettes fiscales, mais aussi de synthétiser les différents impôts du foncier au Gabon qui échappent encore à leur surveillance. Elle vise, entre autres également, l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État. La Direction générale de l'impôt entend atteindre d'ici les 5 prochaines années la barre des 30 milliards de recettes qui devrait accompagner le développement des collectivités locales et les services publics de proximité. Alors, qui doit payer la CFU? Sont habilités à le faire toute personne physique et morale propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment en zone urbaine ou rurale, possédant un titre foncier, une réquisition d'immatriculation, d'un acte de cession ou d'un décret d'attribution. Prévu entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain, ce nouvel impôt est payable en une seule tranche l'année, au plus tard le 30 mars. La suite de cette édition d'information, l'organisation non gouvernementale Brain Forest leur était à l'évaluation de l'organisation des sociétés civiles pour le compte de l'année 2021, évaluation qui révèle qu'au Gabon, beaucoup d'efforts restent à faire pour une meilleure visibilité de ce partenaire. Alexandre Mbando nous en dit plus. Pour le compte de l'exercice 2021, le rapport d'indice de pérennisation a été présenté en priorité aux organisations de la société civile, tous secteurs confondus. La note obtenue par le Gabon en termes d'OSC est loin d'être reluisante. Pour le compte de l'année 2021, nous avons malheureusement obtenu une note de 5.3, ce qui décrit justement une durabilité entravée du secteur des OSC au Gabon. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent encore à fournir sur le plan juridique, sur le plan organisationnel, sur le plan financier, parce que justement les OSC n'étant pas autonomes, dépendent en partie ou sinon en majorité des financements extérieurs. Et ça, c'est un grand frein à la mise en œuvre de leurs actions. Et donc, ce sont des domaines pour lesquels les OSC devraient encore fournir assez d'efforts pour se positionner et marquer justement leur durabilité. Certes, au Gabon, les organisations de la société civile ont connu des avancées considérables, mais beaucoup reste à faire. Il y a des lois qui encadrent l'exercice des OSC, voir comment ça évolue, et on peut vous dire que le résultat que nous avons, il évolue d'année en année, mais on n'a pas une si grosse évolution que ça. Il semble stagner. Ça veut dire que
On a des acquisitions, mais on a aussi beaucoup d'éléments sur lesquels on n'arrive pas à avoir des appuis. La présentation des indices de pérennisation des organisations de la société civile par Brain Forest a donc permis une meilleure viabilisation de la société civile gabonaise et une bonne vision stratégique de celle-ci. L'actualité hors de nos frontières à présent nous mène en République centrafricaine où les derniers militaires français déployés dans le pays ont quitté Bangui, la capitale, hier jeudi en mi-journée. Un retrait décidé par Paris face au rôle grandissant du groupe paramilitaire Wagner, le groupe russe Wagner, dans ce pays en guerre civile depuis 2013 et qui survient quelques mois après le départ de l'armée française du Mali. Sidela Niman pour le récit. Les 47 derniers militaires français présents sur le sol centrafricain ont décollé de l'aéroport de Bangui à bord d'un avion cargo C-130. L'essentiel des 130 militaires qui composaient le contingent avaient quitté la Centrafrique ces dernières semaines, a précisé l'armée française. Le départ des troupes françaises de cet ancien bastion de la France en Afrique centrale intervient près de 4 mois après la sortie du Mali des militaires français au terme du divorce consommé entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako, qui a également choisi d'avoir recours au service d'instructeurs russes pour l'aider à sécuriser le pays. Selon Paris, il s'agit là aussi de mercenaires de Wagner, ce que Bamako dément. À l'été 2021, Paris avait décidé de suspendre la coopération militaire avec Bangui, jugée complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie, ce qui n'est pas l'avis des populations qui pensent que l'intervention des militaires français n'a pas énormément aidé à arrêter la guerre civile. En 2013, une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, renverse le président François Bozizé. Celui-ci organise et arme ensuite des milices dites anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir. Une guerre civile éclate. Ancienne puissance coloniale, la France avait déployé en 2013 plus d'1 millier de soldats en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris sur feu vert de l'ONU pour faire cesser les violences intercommunautaires. Le conflit, extrêmement meurtrier, a culminé en 2018 avant de baisser d'intensité et Seleka et Anti-Balaka sont accusés par l'ONU d'avoir perpétré de nombreux crimes de guerre et contre l'humanité. Nous restons à l'étranger, panique totale à Douala depuis hier. Le phénomène de microbes de cœur de l'actualité des agresseurs ont envahi presque la totalité du quartier de la capitale économique. Je vous propose une note vocale pour le 20h avec quelques images d'inserts qui permettront d'habiller notre note vocale. Regardons. On en sait un peu plus sur le phénomène des microbes dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Voici l'histoire. Le dit phénomène s'est répandu tel une traînée de poudre à partir du quartier Marqueya où le drame à l'origine de ce phénomène se serait déclenché. On évoque alors une altercation entre certains jeunes du quartier et les forces de maintien de l'ordre, où le coup de feu qui aurait coûté la vie au jeune Mohamed Zidane serait sorti malencontreusement, créant ce mouvement de rébellion qui a donné naissance à une nouvelle forme de brigands appelés microbes. L'histoire de ce scénario que vous pouvez apercevoir en images décrit clairement la situation ces dernières 48 heures dans la ville de Douala, où les 10 microbes armés de couteaux et de machettes ont décidé de s'aimer la terreur dans la ville de Douala, imposant un mode de vie assez surprenant aux populations qui, plongées dans une psychose, ont trouvé refuge sur les réseaux sociaux afin d'alerter le pouvoir central à Yaoundé. De retour de Yaoundé où il a pris part à une réunion des gouverneurs de région présidée par le ministre de l'administration territoriale, le gouverneur de la région du littoral a dès lors convoqué une réunion de sécurité au cours de laquelle d'importantes mesures sécuritaires ont été prises, parmi lesquelles la fermeture des bars, nightclubs et salles de jeu dans certains quartiers ciblés, la suspension de la circulation des motocyclettes de 20h à 6h du matin, la prohibition du port des armes blanches, le déferment de tous les propagateurs des informations alarmantes sur les réseaux sociaux devant le procureur territorialement compétent. Ces mesures, il faut le rappeler, font suite à une conclusion des enquêtes menées par les services de renseignement de la région du littoral qui font état d'une manipulation de la part des mototaximens car selon les informations glanées sur le terrain, il n'y a jamais eu de microbes à Douala. Comment comprendre les premières arrestations menées par les forces de maintien de l'ordre où l'on peut clairement apercevoir des individus lourdement armés de couteaux et de machettes? Ainsi la question posée et le débat ouvert.
Quelques brefs dans cette édition d'information. En République démocratique du Congo, à un an de présidentielle, le parti au pouvoir et ses alliés organisent des réunions politiques en attendant la session de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans quelques jours, le Rassemblement démocratique de Tshisekedi a ouvert hier jeudi un congrès avec pour objectif désigner le président Félix Tshisekedi comme candidat pour un second mandat. La tension diplomatique est montée d'un cran entre Ouagadougou et Accra après les propos du président Nana Akufo-Addo en marge du sommet États-Unis-Afrique qui affirmait que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents chez son voisin, mais à l'issue de leur entretien, l'ambassadeur du Ghana et les ministres burkinabés ont affiché une volonté d'apaisement. Sport à présent dans ce journal, signature de convention entre le club de Mwanda Manga Sport et l'équipementier britannique Umbro, un partenariat qui met davantage le club minier sur la voie du professionnalisme. C'est un point signé de Herman Malaga. La marche vers le professionnalisme commence à prendre ses marques dans le football gabonais. Dernier fait en date, la signature mercredi 14 décembre 2022 d'une convention de 2 ans entre l'association sportive Manga Sport et le célèbre équipementier britannique Umbro. Jean Ndoela, le président de Manga Sport en place depuis décembre 2019, a paraphé ce document de partenariat avec le manager de la marque Umbro, Chris Bullock. Le deal porte sur la fourniture des kits complets pour les joueurs, les membres du staff technique et les membres du bureau directeur. En plus, la marque anglaise fournira des maillots au club qui seront mis en vente en boutique et en ligne d'ici février 2023. Le club de Mwanda, 9 fois champion du Gabon et souvent présent sur la scène continentale, a toujours été un pourvoyeur de joueurs en sélection nationale des Panthères du Gabon, à l'instar de Didier Ovono, Eric Moulungi et Rogi Meye. Avec cette signature, les miniers poursuivent leur parcours sur la voie de la professionnalisation de leur club. La formation tenue par le coach Kevin Johnny, avec cette union qui la lie désormais avec Umbro, entre dans une nouvelle ère dans la gestion des clubs du National Foot au Gabon. Nous restons en sport. L'ultime match de cette Coupe du Monde Qatar 2022 se joue ce dimanche. Pour ce fait, c'est la France qui entrera en liste face à l'Argentine. Une question qui se pose, qui sera vainqueur à l'issue de cette finale entre les Bleus et l'Albi Céleste? Le reportage est signé Yves Landréau, lui. La grande finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura lieu seulement dans quelques jours et c'est la France de Kylian Mbappé qui affrontera l'Argentine de Lionel Messi. En effet, la France, après avoir battu le Maroc en demi-finale sur un score de 2-0, devra cette fois-ci se montrer forte encore face à l'Argentine qui à son tour a éliminé la Croatie de Luka Modric sur un résultat de 3-0 grâce à l'ouverture du score par le capitaine argentin Lionel Messi sur pénalty à la 34e minute, puis Julián Alvarez double la mise à la 39e, ensuite Alvarez inscrit son doublé à la 69e minute, score final 3-0. Mais qui de Kylian Mbappé et Lionel Messi prendra cette Coupe du Monde? Lorsque nous savons que Kylian Mbappé est sur le point de remporter sa 2e Coupe du Monde avec l'équipe de France, et de son côté, le septuple Ballon d'Or, Lionel Messi ne cesse de transcender depuis le début de cette compétition à la quête de ce trophée collectif qui visiblement est le seul qui manque à son placard depuis le début de sa carrière. Il faut rappeler que les deux sélections se sont déjà affrontées 12 fois et l'Argentine s'est imposée 6 fois pour 3 victoires de la France et autant de matchs nuls. Les Bleus ou l'Albi Céleste. Le Maroc sera opposé à la Croatie pour la petite finale du mondial ce samedi. Pour finir sur le podium en prenant la 3e place, la Croatie permettrait aux Lions de l'Atlas d'écrire davantage l'histoire de la sélection africaine en Coupe du Monde. L'équipe marocaine pourrait-elle rugir une nouvelle fois? Tentative de réponse d'Herman Malaga. Être un invité surprise et un concurrent sérieux pour la 3e place, le Maroc s'apprête à finir en beauté le mondial. Les Lions de l'Atlas, l'un des 5 représentants du continent africain, est le grand outsider du dernier carré de ce mondial qatari. Avec à la clé un match pour la 3e place contre la Croatie ce samedi 17 décembre, les Marocains ont créé l'exploit qui a fait rentrer cette formation dans l'histoire du football mondial et continental. Étant, rappelons-le, la première sélection africaine à atteindre ce niveau en Coupe du Monde.
Le parcours extraordinaire des poulains de Walid Regragui témoigne d'une performance digne des plus grandes nations de football mondial. Après avoir fait 0-0 contre la Croatie et avoir brillamment écarté l'Espagne et le Portugal, les coéquipiers d'Hakim Ziyech ont prouvé à la face du monde que l'Afrique regorge des talents et des équipes très compétitives. Cela est passé par un jeu parfois fermé avec une assise défensive solide, un bagage technique impressionnant, en milieu de terrain et une attaque efficace. Parmi les grands artificiers de cette équipe des Lions de l'Atlas, il faut citer le dernier rempart, l'excellent Yacine Bounou, l'expérimenté capitaine Romain Saïs, le virevoltant Achraf Hakimi, la plaque tournante en milieu de terrain Amrabat, ainsi que l'attaque emmenée par Ziyech, Boufal et Youssef Enesri. Avant ce choc face à la France, les professionnels de football ont pensé que cette sélection marocaine refusait de jouer au foot. Mais contre les Bleus, elle a prouvé qu'elle savait faire du jeu et utiliser efficacement le ballon sur le terrain. Ce samedi 17 décembre, le Maroc jouera à fond sa finale contre les Croates. Elle est loin de vouloir faire de la figuration. Arracher cette troisième place se jouera aussi au mental après une compétition épuisante. Le mental aussi pourra faire la différence aux Lions de rugir une dernière fois au Qatar. Ainsi s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.